Le grand soir politique, bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité de ce jeudi marquée avant tout par la visite de Donald et de Melania Trump à Paris, accueillis avec les honneurs avant le 14 juillet, avant de commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ce soir, les deux couples sont en route pour le restaurant étoilé de la Tour Eiffel, le Jules Verne, tenu par le chef Ducasse. Que de symboles, que de clichés, diront certains, pour cette visite du président américain à Paris. Avec nous pour commenter ces 24 heures franco-américaines. Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Challenge. Nicolas Boudot, bonsoir. Bonsoir. Conseiller en communication associé au cabinet Tilder. Pierre Dumazeau, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Frédéric Delpech, notre éditorialiste LCI. On va d'abord rejoindre Magali Barthès qui se trouve à côté de cette tour Eiffel, dont les abords ont bien sûr été bouclés en fin d'après-midi pour des raisons de sécurité. Magali, que sait-on de ce dîner? A priori, il est censé commencer à 21h. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tout est prêt. Il est impossible d'accéder à la Tour Eiffel qui a été privatisée pour l'occasion. Le quartier est bouclé, survolé par un hélicoptère. La Dame de Fer a été entièrement vidée de ses touristes en début d'après-midi. Le temps pour les services secrets, le Secret Service, de fouiller entièrement le bâtiment. Rendez-vous donc à 21h pour les Trump et les Macron. Ils prendront l'ascenseur qui les emmènera au deuxième étage de la Tour Eiffel, au restaurant Jules Verne, donc d'Alain Ducasse. Bon, petit problème de transmission. Il faut dire qu'il y a beaucoup de brouilleurs sur place pour des raisons de sécurité. On retrouvera Magali évidemment tout à l'heure. Une certitude en tout cas, ce soir, les deux couples présidentiels dînent en amis. Le mot amitié est revenu plusieurs fois dans leur bouche. Je peux sans hésitation vous dire que ce soir, nous aurons à la Tour Eiffel un dîner d'amis. Parce que nous sommes les représentants de deux nations qui sont alliées depuis toujours et parce que nous avons construit une relation forte à laquelle je suis attaché parce qu'elle est importante pour nos deux pays. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous dînerons ce soir ensemble, entre amis. Oui, je pense que je peux abonder dans ce sens. Nous avons une excellente relation, en fait, une amitié, et nous nous réjouissons de pouvoir dîner ce soir à la Tour Eiffel. Ce sera formidable, extraordinaire. L'amitié entre nos deux pays et nous-mêmes, je dois le dire, est inébranlable. Voilà, au cas où on ne l'aurait pas compris, ils sont donc amis, ils dînent en amis ce soir. Que vous inspire toute cette amitié affichée, Pierre Dumazeau? C'est une amitié de raison, voilà. J'ai envie de dire, Emmanuel Macron, il a tiré les leçons de toutes les erreurs démagogiques qu'a pu faire François Hollande. Il a bien compris que s'il voulait peser et faire revenir la France dans le jeu, il devait parler à Vladimir Poutine, il devait parler à Donald Trump. Donc c'est normal. Et c'est le président américain, il ne peut pas être traité autrement. Donc c'est des choses qui vont dans le sens logique. C'est ni extraordinaire, ni à remarquer. C'est normal. Est-ce qu'ils n'en font pas un petit peu trop pour que ce soit sincère? Est-ce que c'est le mot amitié, le mot ami n'est pas répété un peu trop? Je parle aux communicants que vous êtes, Nicolas. Non, parce que c'est la réalité. Vous savez, ce sont deux pays, la France et les États-Unis, qui sont amis depuis 1776. Donc ça fait longtemps et sans anicroche en dehors de quelques petits sujets diplomatiques. On se souvient de 2003 où en effet ça a pu arriver aussi sous François Hollande d'avoir des bisbilles assez légères puisque c'était l'époque Obama. Donc non, c'est une amitié indéfectible symbolisée par le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis qui a été un moment décisif de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de France. Donc je pense que, en tout cas face à la presse, les deux présidents ont eu à cœur de gommer un petit peu les frictions qu'ils ont pu avoir sur des sujets précis tels que le climat par le passé et mettre en avant plutôt l'histoire et l'amitié qui unit les deux pays symbolisée par les deux présidents. Donc non, ils n'en ont pas trop fait si on se réfère à l'histoire des deux pays. Thierry Fabre, les téléspectateurs qui avaient vu Emmanuel Macron dénoncer cette décision inique de Donald Trump et prendre la tête de la croisade mondiale contre cette sortie de l'accord de Paris ne doivent pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
C'est-à-dire que d'un seul coup, on est amis, alors qu'il y a un mois, c'était vraiment le méchant Donald Trump qui sortait de l'accord de Paris. Et puis il ne faut pas oublier ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, où il ne parlait pas de Donald Trump en ces termes, loin de Tout là. à fait. Donc simplement, vous avez raison, c'est le réalisme qui le rattrape, mais c'est aussi un aspect de la diplomatie d'Emmanuel Macron, la diplomatie du « en même temps ». C'était une expression que j'ai retrouvée encore ce matin par un chercheur de la Fondation de la recherche stratégique, Bruno Tertré. Je crois qu'il résume bien la situation. Avec les États-Unis, on le critique. Et puis après, finalement, c'est un allié incontournable. Donc effectivement, on en fait aussi beaucoup pour dire que c'est un ami. La Russie, on la critique, mais aussi on en fait beaucoup pour l'accueillir en grande pompe à Versailles. Alors, on peut trouver ça un peu excessif. Il n'empêche qu'il faudra voir à l'usage ce que ça donne. Mais c'est une diplomatie qui est finalement assez pragmatique, où on dit les choses, mais sans pour autant se fâcher. Ça faisait bien de le critiquer pendant la campagne de la part d'Emmanuel Macron. Ça aurait fait un peu moins bien s'il l'avait critiqué aujourd'hui. Oui, enfin, c'est vrai que c'est le protocole qui est déployé aujourd'hui, on le voit, est quand même assez fastueux pour l'accueil de Donald Trump. Alors, il y a quand même une dimension assez surprenante dans ce choix d'Emmanuel Macron, à savoir accueillir le président des États-Unis, un personnage très controversé, détesté par une bonne partie de la presse française, il faut quand même le rappeler. Il l'accueille en grande pompe, il lui offre même le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas du tout anodin. Et donc, c'est quand même, encore une fois, pour Emmanuel Macron, une façon de casser à sa façon les codes et de montrer que ce Donald Trump tant décrié, il faut travailler avec lui, et non seulement travailler avec lui, mais lui faire également des assauts d'amabilité, parce qu'on a vu ça toute cette journée. Que on ce va y soit revenir aux en détail. Invalides, on va revoir les images, et encore ce soir on verra le dîner, mais que ce soit aux Invalides, l'accueil aux Invalides, la visite qui a d'ailleurs été même retransmise par les services de l'Élysée via Facebook. Il y avait une collaboratrice de l'Élysée qui filmait et qui retransmettait en direct toute la visite de la crypte, de la tombe de Napoléon, de la tombe du maréchal Foch, et tout ça était... on entendait un peu ce que les deux présidents se disaient. Il y avait des questions de la Russie, il était question de Napoléon, il y avait beaucoup de choses. Melania Trump posait par exemple des questions sur Joséphine. On a vu tout ça en direct. C'était volontaire de la part de l'Élysée de mettre en scène toute cette séquence avec des poignées de main à n'en plus finir, des sourires, de l'amitié redite. Il y a eu quand même beaucoup. Alors, c'est encore une fois surprenant de la part d'Emmanuel Macron, compte tenu de l'image qu'a Donald Trump en France. Dans les sondages, l'image est assez désastreuse. Et là, le président français fait un choix tout autre. Il le met en quelque sorte en considération. Justement, dans les choix des lieux, les Invalides, Notre-Dame, la balade sur la Seine, le dîner à la Tour Eiffel, au Jules Verne, je disais, on est dans les symboles. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans les clichés? Est-ce que c'est ça qui plaît aux Américains, et notamment à Donald Trump, qui représente un peu l'Amérique moyenne? C'est la visite type du touriste américain. Oui. On a vu que Melania Trump avait demandé, ça lui a été refusé pour des questions de sécurité, mais elle a voulu aller voir Montmartre, elle voulait vraiment faire ce qui est... la panoplie complète du touriste américain. Très français. En même temps, c'est ce qu'offre de plus beau notre capitale. Donc je ne vois pas, si les conditions de sécurité étaient réunies, je ne vois pas pourquoi on refuserait un tour de bateau sur la Seine ou la visite de Notre-Dame. Et c'est aussi ce qui plaît, ce qui séduit Donald Trump, qui, je le disais, est un peu un Américain moyen. Il représente cette Amérique qui connaît la France. Américain moyen. Dans les goûts, pas évidemment dans les moyens financiers. Il a été élu peut-être par une grande part des Américains moyens, sans que ce soit péjoratif. C'est une réalité électorale. Maintenant, nous, Parisiens, autour de la table, ça nous paraît curieux parce que c'est le genre de visite qu'on fait quand les cousins de province viennent à Paris. Les correspondants étrangers. Ou les correspondants étrangers. C'est pour ça qu'on a un peu cette question-là. Mais c'est en effet, comme vient de le dire Pierre à juste titre, ce que Paris offre de plus beau. Et c'est en effet probablement aussi un tour qui a vocation à être retransmis sur les télévisions américaines pour réconcilier un peu les deux présidents qui sont certes amis, mais ils se sont frictionnés. Mais on ne se fâche vraiment correctement et on ne peut se dire les choses qu'entre amis. Si on n'est pas amis au départ et qu'on se critique trop vertement, ça peut entraîner des conséquences. C'est parce qu'on est amis qu'on peut se dire les choses les yeux dans les yeux. Et c'est probablement ce qu'a voulu rappeler Emmanuel Macron à Donald Trump aujourd'hui. On sait s'il aime la France, s'il aime Paris, Donald Trump, lui, sincèrement, lui et son épouse?
Bon, ça, je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, moi, j'aimerais bien revenir sur ces images que vous avez montrées. Oui. On voit bien que Emmanuel Macron a gagné la guerre des images en matière diplomatique. Toute la séquence que tout le monde dit, il a réussi. C'est vrai qu'il a réussi sa poignée de main avec Trump. Il réussit là en cassant les codes, comme vous le disiez, c'est-à-dire il surprend. Il n'empêche que ça déstabilise un peu peut-être les Français, mais il n'empêche qu'il attire l'attention. Et il y a alors certains spécialistes insistent sur le fait que sa parole est rare et donc les images sont de plus en plus importantes. Mais on le voit avec Trump, on le voit avec les JO, quand on le voit jouer au tennis. L'art de la communication de Macron est quand même extrêmement travaillé. Et en matière diplomatique, ça a son utilité. C'est-à-dire les messages qui ont été envoyés et la popularité de Macron à l'extérieur est vraiment très importante. Le tout est après de transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on voit bien que la séquence diplomatique, contrairement à la séquence intérieure dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, qui est moins réussie, mais la séquence diplomatique, vraiment, c'est un succès à 100%. Un sans faute. Un sans faute dans les images, dans les signaux envoyés. Maintenant, on va juger. Il faudra que ça paye. Il va falloir voir des résultats sur les différents sujets, Syrie, Russie, protectionnisme vis-à-vis des États-Unis, pour voir si Macron avance ou pas. Oui, alors ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que le principal sujet de désaccord entre les États-Unis et Paris, bien sûr la question du climat, a été évacuée extrêmement rapidement au cours de la conférence de presse. Alors certes, les deux hommes ont reconnu un désaccord, mais quand on a posé la question à Emmanuel Macron, à savoir est-ce qu'il a fait revenir sur ses positions Donald Trump, il s'est bien gardé de répondre et de dire oui, il y a eu une évolution. Donc on voit bien que... Cela dit, on verra tout à l'heure et on entendra un extrait des deux prises de parole. On voit que les lignes peuvent bouger. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur le discours assez élogieux de Donald Trump sur la France et les Français lors de la conférence de presse commune. Il a eu des mots extrêmement chaleureux sur Emmanuel Macron, sur la France, sur notre beau pays, notre merveilleuse histoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. Melania et moi-même sommes très heureux de vous rejoindre, ainsi que Madame Macron. Il s'agit d'une merveilleuse fête nationale. Nous nous réjouissons d'y participer. Ce sera spectaculaire le 14 juillet. Nous sommes honorés d'être ici avec vous dans votre très beau pays. C'est sans aucun doute un très beau pays. Vous êtes fiers de votre histoire. Vous avez un peuple merveilleux et je vous remercie de cette visite d'un des plus beaux bâtiments du monde. J'ai été très ému, c'était une chose très belle à voir. Que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Il aurait fallu compter le nombre de fois où Donald Trump dit merveilleux, un peuple merveilleux. Il n'a pas toujours dit du bien de la France, Donald Trump. Il nous reprochait notamment de mal protéger nos frontières, de mal protéger notre pays. Non, puis les choses changent. Il y a le Trump en campagne, il y a le Trump président, il y a le Macron en campagne, le Macron président. Et ça n'a rien à voir. Mais non, mais parce qu'il y a le mur des réalités à un moment donné. Donc ce qu'on dit en campagne, il faut à un moment donné se dire que maintenant qu'on est président, on prend un peu de hauteur. Donc les critiques un peu faciles, faut un peu les arrêter. Deux choses juste que j'ai notées dans ce qu'a dit Donald Trump. La première, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse la France, c'est très, là encore très très américain et heureusement que c'est pas dit de la part d'un dirigeant politique français, auquel cas ça aurait fait hurler pendant des semaines et des semaines sur la les journalistes politiques, les éditorialistes, etc. Donc c'est assez cocasse de le voir. Mais il le fait dans chaque pays où bien sûr, mais c'est parce que c'est américain. Voilà, c'est un pays qui assume sa foi. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'a dit Trump, j'ai tendance à croire, peut-être mon côté chauvin, mais que c'est vrai. Voilà, on n'a pas à avoir honte d'avoir des belles choses dans un beau pays, d'être un peuple qui maintenant sommes, je pense, un peu plus fiers de son drapeau. Donc oui, pourquoi pas. Mais je suis d'accord avec vous, on le sent sincère et on le sent même peut-être touché par l'invitation. Vous êtes d'accord ? Oui, probablement, parce qu'après les bisbilles sur le climat, c'est aussi une façon pour lui de montrer qu'il n'a pas marqué pour Trump une rupture. Il ne faut pas oublier qu'il est un peu isolé sur la scène internationale, Donald Trump. Plus ou moins, enfin, ça reste les États-Unis, la première puissance économique du monde, donc son isolement est de toute façon toujours relative. Mais c'est aussi une façon pour lui de montrer que voilà, la porte n'est pas complètement fermée et qu'on sait lui pardonner. Puis c'est vrai que l'hommage d'un pays qui a 250 ans d'histoire, les États-Unis, avec un pays comme la France qui doit avoir 1200 ans d'histoire, enfin, on est encore en train de se disputer, les historiens, sur le début du pays, c'est quelque chose qui marque. Et pour avoir voyagé aux États-Unis
Souvent, c'est un marqueur important des Américains. Donc, ce faisant, Trump parle non seulement à Emmanuel Macron, mais aussi un peu aux Américains qui peuvent avoir une vision parfois un peu mythifiée de la France. Mais on a vraiment l'impression que le courant passe entre les deux hommes. On va regarder notamment une image justement filmée par cette responsable de la communication d'Emmanuel Macron, où on voit un moment presque de confidence. Regardez, c'est au bout de cette allée, on les voit de loin, l'image est un peu floue, c'est presque volontaire. On met en scène une sorte d'amitié naissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Donald Trump a beaucoup apprécié la réaction d'Emmanuel Macron de l'inviter à Paris, même si ça a pu choquer, alors qu'il était un peu en position de force. C'est-à-dire qu'après la sortie de l'accord de Paris, et après la popularité dont jouit Macron à l'extérieur, je vous rappelle cette une de The Economist, où on le voit marcher sur l'eau, le sauveur de l'Europe. Ouais, Macron est sur son nuage. Il aurait pu profiter d'être sur son nuage en disant, bon, cet Américain qui est impopulaire, justement, je le snob et puis je prends mépriser. Je méprise et je prends la fronde anti-États-Unis, notamment sur le climat. Il l'a fait. Il a fait ce site internet, vous savez, pour attirer les chercheurs des États-Unis pour venir étudier sur l'environnement en France. Donc il a pris des initiatives, on peut dire anti-américaines, mais très vite, cette invitation est partie dans l'autre sens. Donc je pense que Donald Trump doit beaucoup apprécier ce Frenchie qui, justement, n'a pas profité de son avantage et l'invite avec tout le faste qu'on a vu. Frédéric, le courant passe entre les deux hommes de manière assez surprenante. Alors on peut imaginer que oui, quand même, en voyant les images et en écoutant ce que les deux hommes disent, mais après il y a une part de mise en scène des deux côtés de toute façon, bien évidemment. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron tend une main à Donald Trump au moment où celui-ci connaît des difficultés intérieures importantes aux États-Unis. D'ailleurs, il a été question dans la conférence de presse de son fils qui a rencontré cette avocate qui lui aurait fourni des informations au moment de la campagne présidentielle sur Hillary Clinton, et donc il a même dû répondre à une question de la presse américaine qui vient le harceler jusque sur le sol français. C'était logique, sur ces ça aurait questions, été bien évidemment, mais voilà, sur ces questions embarrassantes pour le président américain dans lesquelles il est empêtré. En plus, on a appris qu'il y avait un début de procédure d'impeachment déposé par un député, semble-t-il, aux États-Unis qui a priori peu de chances d'aboutir en l'état, mais enfin en tout cas on voit qu'il y a un climat aux États-Unis assez compliqué pour Donald Trump. Donc c'est d'autant plus appréciable pour lui d'être accueilli comme cela. D'être accueilli d'avoir un tapis rouge aussi important pour son image, pour sa stature internationale aussi à Donald Trump, parce qu'il faut quand même rappeler que il est un peu comme Emmanuel Macron, il a quelques mois de plus, mais enfin il est nouveau sur la scène politique internationale, Donald Trump, et donc lui aussi doit asseoir sa stature internationale. Donc bien évidemment être accueilli dans une ville comme Paris, avec un nouveau président qui a le vent en poupe, qui est célébré par toutes les presses du monde entier, ça, pour lui, il y a un avantage très, très certain pour Donald Trump. Il y en a un pour Emmanuel Macron, mais il y en a aussi un pour Donald Trump qui, de par ce déplacement et puis de la façon dont il s'exprime ici sur le sol français, montre qu'il est parfaitement en capacité de mener une action diplomatique. Alors, il est souvent caricaturé comme étant grossier, incompétent, vulgaire. Là, il fait des déclarations plutôt amical avec la France, il tient des propos sur l'histoire de France, bref, il montre qu'il sait parfaitement user de la diplomatie et que donc il est tout à fait fréquentable en quelque sorte. Tout de même, est-ce que ce n'était pas un pari risqué de la part d'Emmanuel Macron d'accueillir aussi chaleureusement le président américain qui, on le rappelle, est vraiment mal aimé en France ? Mais le principe de réalité, il faut juste le rappeler, c'est le principe de réalité militaire aussi. C'est-à-dire que dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas faire sans les États-Unis. Souvent, on dit que la diplomatie de Macron, c'est le retour de la diplomatie gaullienne. Oui, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux du général de Gaulle à l'époque par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dépendant. Et c'est le principe de réalité que vous vous rappeliez au départ. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de communication, mais après le fond, c'est qu'on a besoin des États-Unis. On ne peut pas se fâcher avec eux, notamment pour la lutte antiterroriste. D'accord, mais il aurait pu y perdre des plumes. Il pourrait y perdre des plumes sur le plan intérieur, en termes d'image. Les Français n'apprécient peut-être pas forcément qu'on accueille aussi chaleureusement, en grande pompe, un président américain qui a dit du mal sur la France. Les leaders d'opinion, oui. Les Français...
Ça pourrait se mesurer, on pourrait se poser la question. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'avis sur Donald Trump, à part qu'ils savent qu'il a été élu président des États-Unis et que, en tant que tel, la démocratie a parlé. En effet, ça a été dit tout à l'heure par Frédéric Delpech, il y a un certain nombre de leaders d'opinion, au premier rang desquels on peut placer les médias ou certains journalistes politiques qui, en effet, ont une détestation viscérale pour le président des États-Unis, avec des arguments qui sont entendables, etc. Mais malgré tout, il y a cette haine-là qui masque probablement un peu la réalité de ce que pense l'opinion publique qui, à mon avis, le considère comme un chef d'État étranger au même titre que tous les autres. La séquence d'Emmanuel Macron avec Donald Trump cet après-midi est d'autant plus marquante qu'il y a eu celle avec Angela Merkel ce matin. On a un Emmanuel Macron qui peut complètement sourire, être chaleureux avec une Angela Merkel le matin et s'entendre tout aussi parfaitement avec un Donald Trump dont on sait que les deux dirigeants allemands et américains ne s'apprécient pas du tout. Oui, enfin, là encore, c'est le rôle de n'importe quel chef d'État de ne pas montrer, en tout cas, mais on a l'air de trouver ça publiquement... évident, mais c'est pas si évident que ça. Un chef d'État français qui arrive à s'entendre avec deux ennemis dans la même journée, on n'a pas tué, et qui arrive à parler avec les deux. Oui, mais faut voir François Hollande lisse comme il était, il avait toujours la même expression, qu'importe qu'il avait en face de lui. Nicolas Sarkozy, alors avec plus de nervosité, avec le caractère qu'on lui connaît, mais savait parler à n'importe quel chef d'État étranger, mais parce que, encore une fois, Emmanuel Macron, il est président de la République. Donc, mais il ne le fait pas mieux que les autres. Je veux dire, même Versailles avec Vladimir Poutine, c'était aussi bien joué. Emmanuel Macron, visiblement, de toute façon, depuis son élection, est sur un terrain régalien, c'est-à-dire qu'il délaisse. Enfin, il ne sait pas qui délaisse, mais en tout cas, attention à ce que vous dites. Allez, je change. Il laisse les affaires intérieures, un peu compliquées d'ailleurs, à Édouard Philippe, qui doit gérer les changements de calendrier sur les réformes fiscales et les quelques petits couacs qu'on a pu voir, pour se concentrer sur ce terrain régalien, notamment sur la diplomatie et la séquence internationale. Et c'est ce qu'il fait depuis son élection. On a vu tout ce qui est, notamment là, on parle de Donald Trump aux Invalides, mais il y a eu, rappelez-vous, la séquence Vladimir Poutine à Versailles, et donc avec des personnages. Il sait y faire, il sait les flatter, il sait les amadouer. Oui, enfin, plus que ses prédécesseurs. Il sait aussi détourner l'attention. Je veux dire, quand on fait des images de Emmanuel Macron fait du tennis, Emmanuel Macron vend les JO. Non, mais on parle moins de la taxe d'habitation. Non, mais c'est ça. Et pendant ce temps-là, on passe un peu moins de temps à parler de ce qui se passe à l'Assemblée. On parle un peu moins de la loi travail, des réformes fiscales qui vont être annoncées. C'est sûr que, en termes d'image, c'est mieux de vendre Macron fait du tennis, Macron est avec Trump sur la scène, Macron est avec Vladimir Poutine à Versailles, que les débats qui se passent avec la loi travail, que les coulisses de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un fond, il y a la volonté quand même d'Emmanuel Macron d'asseoir un rôle international et d'être celui qui va permettre des rapprochements, qui va... recréer du lien entre des pays. Oui, recréer du lien dans un but précis, notamment la lutte contre le terrorisme, ça a été rappelé d'ailleurs par l'Élysée, la priorité des priorités. Et donc, il l'a même dit tout à l'heure, Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, c'est terminé l'époque Hollande où on avait de la distance avec Bachar el-Assad. Maintenant, il faut passer au réalisme et se rapprocher de Bachar el-Assad pour lutter contre le terrorisme. Il est dans une autre séquence internationale et il veut véritablement conduire lui-même cette diplomatie. Donc, tout ça n'est pas anodin, tous ces petits cailloux, Poutine, Trump, c'est pas uniquement pour l'image, pour sa popularité intérieure. Il est en train d'essayer de construire, on verra ce que ça donnera, peut-être que ça marchera ou pas, ça c'est l'avenir qui me dira, mais il est en train d'essayer de construire une nouvelle séquence diplomatique et internationale de la France, après des années qui ont été un peu confuses, sous François Hollande et même parfois sous Nicolas Sarkozy. La politique étrangère était un peu confuse, changeante, instable. Là, visiblement, Emmanuel Macron, lui, met le paquet sur la diplomatie avec des objectifs bien précis. Une nouvelle ère diplomatique. Alors, avec un point très important, vous parliez de la chancelière allemande. Les relations avec l'Allemagne sont vraiment au cœur et c'est ce qui fait le lien entre extérieur et intérieur. Si Emmanuel Macron tient tant à ce qu'on respecte nos engagements européens et d'avoir un budget en dessous des 3%, c'est qu'il veut garder sa crédibilité, notamment vis-à-vis d'Angela Merkel. Il a des projets de réforme de l'Europe très ambitieux. Il veut prendre la tête de ces projets avec un gouvernement de la zone euro, avec un ministre de la zone euro, un budget. Et évidemment, pour être audible. Une avancée fédéraliste importante. Et jusqu'alors, les Français avaient ces idées, mais on leur disait oui, d'abord, balayez devant votre porte et ayez un budget qui respecte les critères de Maastricht. Justement, Macron, sa stratégie, c'est de respecter au prix
d'ajustements très douloureux. On va en parler. La défense qui voit 850 millions de crédits supprimés, bon, ils font la tête, mais ça, c'est pour garder la crédibilité vis-à-vis d'Angela Merkel. Donc on voit bien, effectivement, vous parliez de la séquence régalienne, mais qui a un impact à l'intérieur pour justement discuter d'égal à égal avec les Allemands. Eh bien, la France doit désormais être sérieuse. C'est ça l'objectif. Et je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, Emmanuel Macron et son épouse, ainsi que Donald Trump et son épouse, sont censés arriver au restaurant du 2e étage de la Tour Eiffel dans quelques minutes. Magali Barthez, vous êtes sur place, pas d'arrivée en vue a priori pour l'instant? Non, pour le moment, rien à signaler, mais tout est prêt. La Tour Eiffel a été privatisée pour l'occasion. Le quartier est bouclé, survolé par un hélicoptère. Et la Dame de Fer a été vidée de ses touristes en début d'après-midi. Le temps pour les agents du Secret Service et des forces de l'ordre françaises de fouiller entièrement les lieux. Rendez-vous aux alentours de 21h pour les Trump et pour les Macron. Ils prendront l'ascenseur qui les emmènera au 2e étage de la Tour Eiffel, au Jules Verne, le restaurant d'Alain Ducasse, à 125 mètres de hauteur. Ils auront une vue à couper le souffle sur le Champ de Mars et l'école militaire. Paris n'est plus Paris, disait Donald Trump il y a quelques mois. Il mettait en doute notamment la sécurité dans la capitale. On sent qu'il est en train de changer d'avis et l'Élysée est bien décidé ce soir à enfoncer le clou. Autant vous dire qu'on a mis les petits plats dans les grands, au menu caviar, homard et grand vin. C'est Alain Ducasse, le chef étoilé, qui a concocté un menu spécial pour ses convives présidentiels. C'est un dîner à 4, un dîner entre amis, a dit tout à l'heure Emmanuel Macron. À l'Élysée, on nous explique qu'il faut sympathiser, briser la glace, et ça compte surtout quand on sait l'importance qu'attache Donald Trump aux relations personnelles. Au moment de la COP21, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais François Hollande avait emmené Barack Obama dîner à l'Ambroisie, place des Vosges, un restaurant au style feutré, tapisserie à l'ancienne. Pour Donald Trump, l'Élysée donc a choisi un décor plus grandiose pour coller davantage au goût du milliardaire. De quoi en mettre plein la vue au couple Trump. Merci beaucoup Magali, et à tout à l'heure. C'est vrai que toute l'après-midi, on a aussi été alimenté, c'est ce que vous disiez Frédéric, par des images Facebook Live orchestrées par la communication d'Emmanuel Macron. C'est très nouveau ça, c'est inédit même, on peut le dire, Nicolas Boudot. Oui, c'était assez nouveau. Alors, on avait déjà vu ça pendant la campagne présidentielle, mais c'est vrai que l'usage des réseaux sociaux par les équipes du président de la République, c'est une première. C'est toute la modernité d'Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est juste l'application de dispositifs qui existaient auparavant avec les systèmes de pool pour les télévisions, appliqués aux réseaux sociaux qui, aujourd'hui, le permettent. Les réseaux sociaux, c'est un outil supplémentaire de communication qui est là pour le coup utilisé et qui permet à celui qui l'utilise, en l'espèce la présidence de la République, de maîtriser à 100%. C'est ce que j'allais dire, et même de faire semblant de montrer des moments de coulisses. Et de devenir son propre média, et donc d'opérer une forme de mise en scène qui est maîtrisée à 100% en gommant le truchement journalistique qui était l'apanage auparavant. Donc en cela c'est nouveau, et c'est une autre façon de montrer la politique qui est pour le coup 100% maîtrisée, et on n'a plus besoin de journalistes, reporters d'images pour faire les images. Enfin, on ne perd pas nos GRI pour autant. Est-ce qu'on tombe pas... Là, on en a plus besoin. Ils ont été parqués, les pauvres GRI. Est-ce qu'on ne tombe pas quand même dans une forme de diplomatie spectacle, Pierre Dumazeau? C'est la communication à la Emmanuel Macron, c'est la présidence communication, le président Facebook, le président Twitter. C'est pour ça qu'il faut toujours se... C'est à double tranchant quand même. Bien sûr, parce que quand on n'a qu'un seul canal d'image, on montre un peu ce qu'on veut finalement. La fausse scène volée entre l'accolade un peu floue, personne ne va croire que c'est vraiment une scène volée. On se souvient on se souvient lorsqu'Emmanuel Macron est allé visiter l'usine qu'avait visité auparavant Marine Le Pen, il n'y avait que le Facebook Live de l'Élysée qui le suivait, donc ça pouvait être coupé à tout moment en cas de dérapage ou autre. Donc ce verrouillage, cette hyper communication
Effectivement, c'est agréable pour la présidence de pouvoir tout maîtriser. Le revers de la médaille, c'est que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail comme avant. On se souvient des communiqués de presse de plusieurs SDJ, Société des journalistes, s'inquiétant des conditions de travail et des propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Donc on est toujours à cette frontière entre communiquer, ultra-communiquer, faire des images propres, nettes, et laisser l'information et le journalisme travailler librement. Thierry Fabre, Emmanuel Macron, un pro de la com, mais une com peut-être trop orchestrée, une relation assez particulière avec les médias? C'est clair. Enfin, ses proches conseillers sont parfois passés par une agence qui s'appelle Havas. Ils ont donc l'art de la communication, de la mise en scène, du storytelling. Ça, on l'a vu depuis le début. Et donc, ça a été assez efficace. Il a ringardisé les autres, d'ailleurs, au passage. Tout à fait. Donc, il a été... alors, plutôt... Le paradoxe, c'est qu'il a été plutôt soutenu, en tout cas avoir une très bonne impression dans une partie de la presse, magazine, le nombre de couvertures sur Emmanuel Macron, parce que c'était un phénomène... Parce que ça faisait vendre. Ça faisait vendre. C'était un phénomène inédit qui intéressait, c'est-à-dire que nous-mêmes à Challenge, on s'est fait critiquer pour avoir fait trop de une sur Emmanuel Macron, mais très vite on a vu un ovni politique en disant celui-là, il faut quand même regarder jusqu'où il peut aller. D'ailleurs, il y a un an, rappelez-vous, le 12 juillet, c'était le meeting de la mutualité. Et donc évidemment, on voyait déjà l'effervescence démarrer. Mais effectivement, c'est un peu la douche froide une fois qu'il est arrivé au pouvoir, avec ce verrouillage, le fait de... Alors, il dit « je prends le contre-pied des bavardages de François Hollande ». On ne lui demande pas d'être bavard comme François Hollande. Mais je pense qu'il faut qu'il essaye, sans doute, lui et son équipe, de trouver un moyen terme. Entre le temps passé par le président à donner des confidences aux journalistes et le temps nécessaire d'explication qu'il faut à la presse pour décrypter un petit peu son action. Alors, pour l'instant, il est encore sur son nuage, mais je crois qu'il faut prendre garde, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'état de grâce ne va pas durer. Les premiers couacs sur la scène intérieure montrent qu'il peut y avoir une réaction assez épidermique de l'opinion. Parce qu'il est attendu au tournant. Parce que les images, c'est bien beau, mais les Français attendent des résultats. Et il va y avoir donc un devoir d'explication qui n'existe pas encore sur la mise en œuvre de sa politique. Et le jour J, le jour où ça commencera à aller moins bien, où l'état de grâce sera définitivement terminé, en se comportant comme ça, il n'aura plus d'ambassadeur auprès de certaines rédactions pour l'aider ou l'accompagner. Il risque de voir s'opposer à lui un front uni de la presse. Et ça risque d'être une vraie difficulté pour lui. Oui, mais c'est ce qu'on dit finalement depuis pas mal de temps, et pour l'instant, il bénéficie toujours de cet état de grâce, et il risque sans doute d'en bénéficier assez longtemps, tant en tout cas que l'opposition, que ce soit celle de droite ou de gauche, a tant de mal à se structurer en France. On le voit, les difficultés de la droite qui se déchire et qui ne sait pas comment prendre cet ovni politique et comment résister à ces coups avec la nomination de membres de droite dans le gouvernement. Mais en tout cas, pour Emmanuel Macron, pour l'instant, effectivement, il est dans une séquence de communication extrêmement maîtrisée, très, très aboutie. À tel point qu'il a refusé l'interview du 14 juillet. En revanche, on apprend ce soir qu'il tiendra quand même une courte allocution demain. Il fera une courte allocution. Alors, rappelez-vous quand même, en 2007, quand Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Élysée, c'était aussi le roi du storytelling, de la communication. Il était d'ailleurs à peine arrivé à l'Élysée, il est allé faire un jogging. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images où on avait vu. C'était inédit à l'époque de voir un président de la République sortir faire un jogging. Et donc, Nicolas Sarkozy aussi avait tenté de jouer de la modernisation, de la communication, alors différemment, mais aussi d'une façon très appuyée. Alors après, ça ne lui a pas porté forcément chance parce qu'il y a eu un effet de saturation. Donc on le voit, et le risque pour Emmanuel Macron, c'est l'effet de saturation, c'est-à-dire tellement d'images qu'au final, soit on n'en retient plus aucune, soit il y a une overdose. Mais on n'en est pas là. Donc on ne parle que de communication parce qu'il y a quand même du fond à attendre, notamment de ces 24 heures. Vous parliez du climat, justement sur le climat, Frédéric. Emmanuel Macron dit respecter la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris, mais il reste déterminé. Et Donald Trump lui répond, vous allez l'entendre, et il laisse une porte entrouverte. Écoutez. Nous avons des désaccords qui sont aussi liés aux engagements de campagne que le président Trump a pris vis-à-vis de ses électeurs. C'est quelque chose que je respecte. J'ai moi-même pris des engagements de campagne que j'ai à cœur de tenir. Mon souhait, c'est de continuer à discuter avec les États-Unis d'Amérique et le président Trump sur ce sujet qui est extrêmement important. Je respecte la volonté de préserver les emplois. Je pense que c'est compatible avec l'accord de Paris. Maintenant, il faut laisser les États-Unis d'Amérique travailler sur ce qui est leur feuille de route et continuer à en parler.
Oui, en effet, quelque chose pourrait se passer au niveau de l'accord de Paris. On verra ce qui se passera, mais nous en parlerons à l'avenir. Et si là se produit, ce sera formidable. Dans le cas contraire, ce sera acceptable également. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même incroyable ce passage. Quelque chose pourrait se passer autour de l'accord de Paris. Ça veut dire que l'opération séduction pourrait fonctionner au point de faire bouger les lignes, de faire bouger Donald Trump sur le climat, lui, le grand climato-sceptique ? C'est ça, on ne peut se critiquer vertement qu'entre amis et après on finit peut-être par trouver un point d'équilibre, un point d'appui. L'avenir nous le dira, c'est encore trop tôt, mais on va dire que c'est un pas en avant de la part d'Emmanuel Macron en invitant Donald Trump et un pas en avant de la part de Donald Trump sur ses déclarations sur le climat. On verra ce que ça donnera. Parce qu'il l'avait dit, il avait prévenu Emmanuel Macron la semaine dernière à Hambourg en disant « Je ne désespère pas de faire changer Donald Trump d'avis ». Alors elle est très claire la stratégie quand même. Mais ce sont des prémices, mais ces deux pas en avant de la part des deux présidents peut amener en effet à un retour des États-Unis dans le giron des accords de Paris ou bien à un codicile qui leur permettrait d'avoir à remplir quelques obligations liées au climat. On verra bien, mais Donald Trump d'un point de vue diplomatique, c'est hyper bien joué. C'est bien joué. Et jusqu'ici, la séquence est pleinement réussie. Pierre Dumazeau ? Oui. Il pourrait être dupe, Donald Trump, de cette stratégie que nous, on observe en tout cas, d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est plus effectivement un pas vers l'avant et un signe d'apaisement de répondre ça. Et à mon avis, ça ne veut, alors on verra par la suite, je ne suis pas devin, mais ça ne voudrait, à mon sens, en aucun cas dire nous allons ratifier l'accord de Paris. Et voilà, Donald Trump dirige les États-Unis qui sont souverains et je ne pense pas que les électeurs de Trump veulent ce renoncement et Donald Trump jouerait très gros si il revenait sur cette promesse qui pour lui est une promesse de campagne, une promesse pour satisfaire sa base et son électorat. Donc je pense que là c'était plus une volonté d'apaisement que de dire réellement la magie d'Emmanuel Macron m'a fait changer d'avis. Vous ne pensez pas qu'en rentrant à Washington, il va dire finalement je ne sors pas de l'accord de Paris. C'est pas parce qu'il a vu Emmanuel Macron et la Tour Eiffel qu'il changera d'avis de site. Ce serait trop beau. Il y a une idée qui est importante de souligner, c'est le petit décalage quand même entre la séquence internationale et intérieure. On voit bien que sur le plan international, tout a l'air de bien se passer. Et effectivement, alors si jamais Donald Trump revenait en arrière, ne serait-ce qu'en partie, sur l'accord de Paris, alors on célébrerait une nouvelle victoire d'Emmanuel Macron. Sur le plan intérieur, il faut voir ce qui s'est passé avec la volte-face sur la fiscalité. On a vu un Premier ministre annoncer un étalement des réformes fiscales, et puis pataquès pendant le week-end, des patrons, des économistes, y compris des proches de Macron, tirent la sonnette d'alarme, et ça y est, on ne respecte pas le programme, et hop, le dimanche, Emmanuel Macron se réveille et dit, finalement, on va respecter le programme. Ça veut dire une chose, certains pensent déjà qu'il s'est un peu éloigné des affaires intérieures, Jupiter a un peu trop délégué, notamment à la technostructure du ministère des Finances, qui dit, chaque fois qu'on fait des réformes, mais non, c'est pas possible, et donc ça c'est un point très important, et les Français vont le juger d'abord sur ce qu'il va faire à l'intérieur des frontières. Et évidemment, il doit faire attention à ça, de ne pas s'éloigner trop des réformes qu'il lance dans l'Hexagone. Et on va continuer d'en parler juste après le journal d'Hortense Villatte. On reviendra évidemment sur ce dîner à la Tour Eiffel qui va commencer dans quelques minutes. Et puis on reviendra sur les First Lady, leur rôle aujourd'hui. À tout de suite.